tous et bienvenue sur l'émission Talkat, l'émission qui parle de cybersécurité avec des experts. Je suis Bastien Beccari et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Remsio et Newsoft pour parler de web et plus particulièrement, est-ce que la sécurité web est-elle vraiment possible? Bon allez, let's go. Allez. Bon, du coup, salut Remsio, salut Newsoft. Salut. Histoire de qu'on se présente, on va vous faire un petit portrait crayon, histoire que les gens vous connaissent un petit peu plus. Donc, Remsio, quel est ton prénom? Parce que le pseudo ne fait pas tout. C'est vrai. Mon prénom, du coup, c'est Rémi. Newsoft, quel est ton prénom? Mon prénom, c'est Nicolas. Quel âge vous avez? J'ai 27 ans. J'ai 846 ans, 34 réincarnations. J'espère que c'est la dernière. Depuis combien de temps vous faites de la cyber chacun? Moi, ça va faire 6 ans et 2 ans en tant que professionnel. Et toi, Nico? Je sais pas trop, à vrai dire. Ouais. J'ai commencé à travailler à 25 ans, mais avant, tu sais, dans les années 90, il y avait déjà plein de gens qui faisaient des trucs bizarres. Ils fraudaient les télécartes, ils faisaient des codeurs Canal+, ils hackaient les Minitel X25 et autres. Donc, Ouais, donc pour le coup, c'était plus dans l'info globale et puis après, c'est venu avec le temps, quoi. je précise que je parle des gens, je parle pas de moi. Tout hasard. Hormis votre travail, est-ce que vous avez des hobbies, des choses qui vous passionnent? Ouais, le tennis de table. Oh. Qui n'a rien à voir au domaine. Et toi, du coup, Ah, Nico? merde, moi, j'ai que des hobbies totalement standards, le jeu de rôle, les concerts de métal et les trucs comme ça. Donc, C'est bien. Niveau parcours pro, d'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous avez fait en études? Quels sont les postes que vous avez pu occuper depuis tant d'années et tant de réincarnations? Du coup, pour ma part, j'ai fait l'NCBS comme vous. Donc voilà, 3 années d'alternance. Du coup, j'ai travaillé dans une ESN qui s'appelait Sodi France avant d'être acheté par une petite start-up qui s'appelle Soprasteria. Et donc, suite à mon alternance de 3 ans, j'ai rejoint Synactive depuis 2 ans. Voilà. Donc tu es maintenant un ninja. Tout à fait. Et toi, Nico, du coup? alors moi, j'ai fait une école d'électronique parce que l'informatique, ça existait quasiment pas à l'époque. Enfin, si j'ai fait aussi l'informatique, mais on faisait des réseaux de pétri, de la théorie des systèmes, des gros systèmes comme les Cray XMP, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai commencé par pentester, comme tout le monde, hein. J'ai fait beaucoup de pentests en société de service, ensuite en interne chez Airbus. Et voilà. Maintenant, je fais aussi du pentest, mais dans une petite start-up aussi qui travaille dans la publicité. Quelle est votre spécialité à chacun dans la cyber, le domaine qui vous donne, pas obligatoirement qui correspond à votre métier actuel, mais qui vous donne le plus d'appétence, qui vous donne envie justement de passer des heures et des heures dessus? Alors, pour ma part, ça sera plutôt tout ce qui est recherche de vulnérabilité web en boîte blanche, rechercher la vulnérabilité sur des gros frameworks, typiquement sur Symfony ou ce genre de choses, et globalement très centré sur PHP. Voilà. Si je me trompe pas, t'en as remonté une il y a un petit mois d'ailleurs, vulnérabilité. Ouais, sur un petit framework qui s'appelle Snappy, du coup, qui permettait de faire de la génération de PDF, et ils avaient fait une petite erreur au niveau d'une comparaison et la casse qui est passée par l'input utilisateur, du coup. Voilà. Et toi, du coup, Nico? Ma plus grosse spécialité, c'est le troll. Après, avant, j'étais pas mauvais en Windows, Active Directory, Reverse, etc. Donc, je pense que je vais me contenter de poser des questions dans cet épisode sur la sécurité web. Heureusement, j'ai quelques collègues qui s'y connaissent, donc j'ai appris 2-3 trucs en les écoutant. Mais Ok. Si vous deviez décrire une journée de travail que vous vivez en 3 petits mots, lesquels choisirez-vous? Je dirais analyse, documentation et rapport. Une journée de pentester. C'est ça, une journée classique de pentester, exactement. moi, je dirais café au lait concentré, billard et KO. KO, c'est quand quelqu'un envoie un bug dans notre VRP, donc Vulnerability Report Program. Et donc, des fois, il y a des gens qui dumpent la DB d'un ISP macédonien qui l'envoie en disant donnez-moi de l'argent. Et on est là, mais non, mais en fait, c'est hors scope, ça. Chaos total et permanent. Quelle est la menace de sécurité en ligne la plus sous-estimée, d'après vous? Genre, quelle est la vulnérabilité auquel les gens ne pensent pas obligatoirement et qui pourtant peut être très critique quand elle est bien exploitée? Je dirais des problèmes d'étanchéité, globalement. Sur tout ce qui est API, on oublie des choses.
Ça va être également tout ce qui est oubli de vieilles versions, des choses qui traînent dans un coin de l'entreprise depuis 15 ans. Et souvent, c'est des portes d'entrée qui sont très privilégiées lors d'audit. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est Shadow IT énormément. Ouais, Shadow IT, c'est très sous-estimé, surtout pour des grosses entreprises. Ouais. Donc, Plus c'est gros, plus il y en a souvent. Ouais. Les petits serveurs Plus oubliés, tout ce qui va avec. Ouais, c'est ça. Plus la boîte est ancienne, plus il y a des chances qu'il y ait des choses qui aient été oubliées dans les recoins. Voilà. Alors j'avais préparé la question en mode quelle est la vulnérabilité la plus critique? Donc là, c'est plutôt effectivement Shadow IT, mot de passe, etc. Mais si on rajoute la condition auquel les gens ne pensent pas, je dirais que c'est le fait qu'il y a très très peu d'intégrateurs en France et qu'en général, ils utilisent les mêmes mots de passe partout. Donc si tu as fait déployer ta voix sur IP ou ton VMware par telle entreprise, tu sais que le mot de passe, ça va être ça. Et une fois que tu commences à avoir un peu d'expérience dans le pentest, en fait, ça va très très vite, quoi. Une fois que tu as construit la base de données des mots de passe chez tous les intégrateurs français, c'est... Ouais, c'est vrai, celle-là est très sous-estimée. Oui, on n'en parle pas assez, mais... C'est vrai. Quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les gens en matière de sécurité en ligne, que ce soit sur du dev, que ce soit même de l'utilisation justement du web? Définis les gens, les développeurs ou les Pour le utilisateurs coup, je ou- dirais plus les développeurs. Développeur. Ouais. Parce que c'est quand même eux qui font justement tout ce qui est tout le squelette qui est derrière et c'est là où ça devient important. Ouais. Je dirais faire trop confiance à des codes qu'ils trouvent en ligne, typiquement sur Stack Overflow et ce genre de choses, et pas avoir un œil plus critique sur ce qui va être récupéré. Et du coup, souvent de ces manières-là, on va avoir des vulnérabilités du coup qui vont se cacher dans le code et dans énormément d'endroits. Donc, Il y avait faire attention à ce qu'on récupère en ligne. de mémoire, il y avait eu comme ça quelque chose où un mec qui maintenait une lib en JS en a eu un peu marre et a envoyé tout chier et a vérolé toute sa lib et tout. Leftpad. Ouais. Enfin, il n'y a pas que cet exemple-là, parce Mais qu'il y a il y en aussi a avec la beaucoup. guerre en Ukraine, il y en a eu plein, mais Leftpad, le mec a juste enlevé, il a dépublié sa librairie et il y a un tiers des dépendances qui ne marchaient plus. Ouais, et ça avait fait pas mal de bordel. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes. Plus c'est gros, pareil, plus ils en utilisent et plus ça fout le merdier après. Ouais. Et toi, du coup, Nicolas? Bah, moi, je suis assez d'accord avec ça. En fait, je pense que la surconfiance, c'est un problème, et en particulier faire confiance à la première réponse. Donc, un développeur à qui on va dire il veut faire de l'hôte ou de la crypto, il va taper librairie hôte dans Google, il va prendre le premier lien, et ça peut être potentiellement un projet GitHub abandonné depuis 5 ans avec 25 issues qui n'ont pas été corrigés. Mais en fait, pareil pour les images Docker. Hein, tu veux un Linux, il fait Docker pull de la première réponse. Et il va se retrouver avec un Alpine forqué par une boîte qui n'existe plus et il va utiliser ça en prod, quoi. Avec Ouais. sa socket Docker montée. Exposé public, la socket, la socket Docker. Et oui, bah, ça revient ça sert à rien de réinventer la roue. C'est pour ça qu'on utilise tout ce GitHub pour ça, mais il faut faire gaffe qu'elle tourne bien, quoi. Oui, et puis, enfin, bon, il y a eu quelques dramas récents. Il y a plein de projets qui sont populaires et connus à un moment, mais qui à un tombent dans l'oubli. moment sont rachetés ou transférés à quelqu'un d'autre, ou et du coup, en fait, il faut utiliser le fork qui, lui, est moins populaire. Mais et donc, du coup, bah, si on fait confiance à un article d'il y a 2 ans, on va pas forcément aller sur la bonne solution, quoi. Ouais, faut faire extrêmement gaffe à ça. Et enfin, pour vous, est-ce que l'utilisation des certificats SSL et TLS sont-ils nécessaires pour tous les sites? Alors, pour un petit projet en local qui tourne que en localhost, pas forcément, mais honnêtement, même pour des projets qui sont internes à des entreprises, c'est tellement facile maintenant de mettre en place de la sécurité avec certificat que c'est nécessaire en fait de le faire pour pouvoir chiffrer le flux et empêcher du coup des attaques par man in the middle. Et très souvent, ce qu'on va voir en entreprise, c'est que ça va être beaucoup moins forcé sur des applications en interne. Et du coup, bah, dès qu'on commence à avancer un petit peu au niveau de l'intrusion lorsqu'on fait de l'interne, eh ben, ça peut être intéressant du coup de jeter un coup d'œil à ce qui va passer en HTTP non chiffré. Et donc, je pense que à part pour du développement local, il faut quand même mettre ça en place. Alors moi, pour le coup, je le vois aussi dans l'autre sens, sur du web décentralisé, du Tor. Il faut surtout pas en mettre dans ce sens-là. Parce que sinon, justement, tu casses la chaîne d'anonymat. Bah, si tu pars, moi je parle pour un contexte plus entreprise. Après, Ouais, pour un effectivement, contexte la entreprise, question ouais, dans peut ce se sens-là, poser. ouais. Bah, de toute façon, la question ne se pose pas vraiment, puisque je pense pas que tu puisses obtenir un certificat valide pour un pot oignon. Donc, en fait, tu es contraint par le navigateur. Tu mets Ouais. du TLS parce que si ton certificat n'est pas dans Certificate Transparency, 95% des navigateurs du marché vont juste rejeter la Ah oui, connexion. dans ce sens-là. Le seul site qui a le droit de ne pas en mettre, c'est NeverSSL, qui sert à te connecter sur les portails captifs. Parce que si tu vas sur google.com, par exemple,
et que tu as une réponse HSTS du portail et qu'ensuite c'est mis en cache avec la mauvaise IP, après, du coup, tu es bloqué. Donc, il n'y a qu'un seul site qui a le droit de parler de SSL, c'est celui-là. Ok, je savais pas qu'il y en avait un qui n'avait pas le droit. Intéressant. Bah, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions et puis on va rentrer dans le vif du sujet. On va maintenant du coup rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que la sécurité web est-elle donc possible ? Pour cela et pour que vous compreniez tous les tenants et aboutissants qu'il y a derrière, on va vous présenter un schéma pour vous montrer tout ce que fait une requête web et tout ce que cela implique derrière. Donc je vais laisser Rémi justement vous présenter tout ça. Ok, donc déjà on va commencer par le commencement. Lorsque vous avez un nom de domaine, c'est pas magique pour savoir où va partir la requête. Déjà, dans un premier temps, il va falloir savoir à quelle IP ça correspond. Donc pour ça, la première étape, avant toute chose, ça va être de faire une requête DNS pour savoir à quelle IP est associé un nom de domaine. Donc typiquement, là-dessus, vous allez avoir des attaques déjà sur ce niveau-là qui sont possibles. Admettons que je suis un attaquant et j'arrive à modifier du coup une entrée DNS. Eh bien, je vais être en mesure du coup de faire passer le flux jusqu'à une IP que je vais moi contrôler et typiquement pouvoir me placer en man in the middle ou faire ce genre de choses. Donc déjà, on a un premier point avant même que la requête soit partie où on va pouvoir du coup, si on a les droits nécessaires pour pouvoir modifier du coup une entrée DNS, pouvoir rediriger un flux vers une IP que nous on contrôlerait en tant qu'attaquant. C'est quelque chose qui est possible dans les réseaux Windows, puisque tu peux enregistrer le nom de ta machine quand elle est jointe à l'AD dans le DNS de l'AD. Tu peux aussi annoncer un WPAD sur le réseau qui va Windows Proxy Auto Discovery Protocol, qui va Windows. Ouais, enfin bon, il y a Proxy Discovery et Protocol dedans. Et du coup, ça va dire au navigateur de rediriger tout le trafic par l'adresse que tu as annoncée, qui va servir de proxy web, et c'est le proxy qui fait la résolution DNS en fait. Donc du coup, il y a déjà pas mal de techniques qui permettent de rediriger tes requêtes. Et c'est pour ça que des protocoles comme DOH ou DOT ont été inventés, c'est-à-dire le DNS qui ne passe plus en UDP, mais qui passe dans une connexion TLS. Avec l'HTTPS, justement. Ou voilà, soit en HTTPS, soit en TCP over TLS, directement vers un serveur qui est hardcodé en fait dans le navigateur. Et qui est un gros sujet de discussion en ce moment. On a pas mal justement sur les proxys qui font du DNS over HTTPS et ça permet justement d'éviter tout ça, quoi. Et il y a un truc encore plus simple, c'est que le rayonnement solaire fait des bit flips dans les requêtes DNS. Et aujourd'hui, par exemple, sur un gros fournisseur, tous les domaines qui ont un bit d'écart avec le domaine d'origine reçoivent du trafic. Il y a un bounty hunter qui a essayé de récupérer de l'argent avec ça parce qu'il a enregistré tous les domaines qui avaient juste un bit de différence. Et comme c'est juste un paquet UDP non chiffré qui part, potentiellement, ça peut résoudre et tu te rends pas compte en fait que tu as requêté le mauvais domaine. Ah ouais, donc avec du flip bit dans la RAM, les gros fournisseurs du coup se font... ou dans la RAM ou sur le réseau, ouais. Et ils se font derrière mal redirigés, quoi, les clients. En fait, on se rend pas compte de l'impact des bit flips à grande échelle, mais il y avait un administrateur d'une université américaine aussi qui avait étudié les bit flips sur les requêtes les requêtes de certificats, et il suffit qu'il y ait un bit flip au moment où tu sers la requête TLS pour que le client puisse retrouver la clé privée du serveur. Parce qu'après, il fait un PGCD entre les deux réponses. Et à l'échelle d'une université américaine, je ne sais plus si c'était Stanford ou MIT, c'était possible de retrouver les clés privées, en fait. Ok. Quand les éruptions solaires deviennent ton némésis. Comme celle du 30 octobre 2022, par exemple, qui a causé beaucoup de dégâts. Donc. Ah, il y a eu vraiment des dégâts. C'est mesurable. Hein, okay. Et ça dépend des régions du monde, en fait. Au-dessus des Antilles, par exemple, le champ magnétique terrestre est plus faible. Et du coup, dans cette zone-là, il y a beaucoup plus de bit flip. Ok. Assez surprenant quand même. Je pensais pas à ce point-là. J'avoue que j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Très, très intéressant. Ouais, effectivement. Ouais. Donc du coup, tu as tout ce qui est DNS. Sur le schéma, tu as tout ce qui est DNS. Ouais. Donc voilà, une fois qu'on sait vers quelle IP notre requête HTTP va partir, il y a encore une autre étape. La plupart du temps, on va dire 99% des cas sur des serveurs qui sont exposés publiquement, on va avoir du coup du HTTPS. Et en fait, du HTTPS, comme on a dit avant, il peut y avoir des problèmes si votre requête n'est pas chiffrée et qu'on n'a pas et du coup qu'on peut se mettre en man in the middle. Donc le but du HTTPS, en gros, ça va être de démarrer, de chiffrer le flux à l'aide de TLS afin du coup d'empêcher le man in the middle en règle générale.
C'est-à-dire que si on n'a pas la clé privée qui va être détenue par le serveur, eh bien, on ne va pas être en mesure du coup de récupérer la requête de base, et donc ça va vous permettre de vous protéger contre le man in the middle. Typiquement, imaginez, vous êtes dans un aéroport, vous vous connectez au Wi-Fi, eh bien, si quelqu'un se fait passer pour le Wi-Fi et que vous vous y connectez, si votre flux est en HTTP, l'attaquant va être en mesure du coup de récupérer tout le flux qui va passer en HTTP en clair. Sauf que si vous passez par du HTTPS, vous allez donc récupérer un certificat qui va être validé par exemple Let's Encrypt ou ce genre de choses, qui permet à votre navigateur de savoir qu'il est légitime, parce que n'importe qui ne peut pas valider un serveur de manière publique. Et donc, en fait, si l'attaquant essaye de se mettre en man in the middle, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire « Attention, potentiellement, votre requête n'est pas sécurisée ». En fait, ça signifierait juste que le certificat que vous a servi l'attaquant n'est pas publiquement certifié. Donc, HTTPS vous permet de vous protéger contre la plupart des cas de man in the middle. Donc, maintenant qu'on a notre connexion, qu'on a notre certificat, on va pouvoir commencer à envoyer des requêtes effectivement au serveur. TLS, c'est extrêmement compliqué. On pourrait faire une émission entière dessus. Petite astuce, si tu as le message qui arrive dans ton navigateur en disant c'est pas sécurisé, je crois qu'il y a une combinaison de touches. Ouais. Genre tu tapes danger et en fait ça va bypasser l'écran. Mais cette combinaison elle change avec chaque version de Chrome. Ouais, donc, il y en avait une justement sur Chrome qui, je me rappelle que j'ai dû l'utiliser et ça te permet de passer outre la protection TLS. Et c'est alors sur Firefox et autres navigateurs, je sais pas s'il y a ça, mais je sais que Chrome en tout cas l'implémente pour passer par-dessus. Et donc le fait, n'importe qui en fait peut délivrer un certificat pour n'importe quel site web. Ce qui pose un problème, puisque dans la base de certificat d'un système ou d'un navigateur moderne, il y a 300 autorités de certification, dont certaines qui n'existent plus, parce qu'elles ont fait faillite ou elles ont été rachetées. Et du coup, il y a eu des mécanismes supplémentaires qui sont arrivés là-dessus. Je ne sais pas si on en parle, mais la publication des clés qui ont le droit de signer ton serveur web, par exemple dans tes enregistrements DNS. Mais ça, comme les gens ne le faisaient pas, du coup, maintenant, il y a le certificat transparency qui dit, voilà de manière publique, dans un log public, voilà les certificats qui ont été émis pour mon site web. Et ça te permet de vérifier a posteriori qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de faire l'interception si tu surveilles ces logs. Et voilà, il y a plein de mécanismes. Le public key pinning n'est plus trop recommandé aujourd'hui parce que c'est un enfer en fait, à gérer. Quand tu as des clients qui ne se mettent pas à jour et qui ont ta clé hard-codée et qui vont accepter que celle-là, quand ton certificat il expire, tu ne peux plus jamais le récupérer. En fait. Donc, le key pinning qui a été recommandé à un moment, je crois qu'il ne l'est plus trop aujourd'hui. Mais... Voilà, Non, il y a tellement de choses à dire. C'est un beau bordel. Parce que ça a beaucoup fait chier les pentesters quand même, les certificats en dur dans les applis qui empêchent d'utiliser Burp ou Fiddler ou des trucs comme ça. C'est un gros problème. Android, ce genre de choses. Effectivement. Donc là-dessus, clairement, sur chacun des sujets qu'on détaille maintenant, on pourrait faire une émission entière. Donc voilà, il y a plein de types d'attaques sur chacune des étapes. C'est des sujets qui sont très complexes et très intéressants techniquement. À parler de bout en bout, peut-être sur une autre émission, on verra. Celle-là, je pense qu'elle va être très longue si on commence à la lancer. Effectivement. Donc ensuite, après ta requête HTTPS, ça part au serveur. C'est ça. Et après, ça part dans leurs infra. C'est ça. Donc, alors, maintenant qu'on sait vers quelle IP va partir notre requête, on va pouvoir donc créer notre requête HTTP. Et dans un premier temps, en général, ce qu'on va faire, c'est un simple get sur la page principale. Donc, on va dire sur ce qu'on appelle slash, du coup, ça va être la racine du serveur. Et donc là, on voit comment le serveur se comporte. Mais c'est pas si simple que ça, parce que, par exemple, il y a d'autres processus qui sont mis en place. Typiquement, un qui est assez courant, on va dire dans le cadre d'entreprise, ça va être un reverse proxy. Un reverse proxy, en fait, ça va permettre de router le trafic une fois que vous avez envoyé la requête et de savoir vers quelle application votre requête va partir. Typiquement, j'ai une IP, j'ai un nom de domaine. Dans ma requête HTTP, je vais avoir le nom de domaine qui va être passé dans le header host. Et à partir de là, le reverse proxy va lire cet header-là et va savoir du coup où est-ce qu'il doit faire partir la requête. Et ça, c'est encore une fois un problème d'un point de vue reverse proxy sur des entreprises. Souvent, ce qui va se passer, c'est que des boîtes vont oublier du coup que c'est le reverse proxy qui va déterminer où va se retrouver la requête. Et parfois, donc on va se retrouver dans des cas où on va avoir un reverse proxy qui va avoir une patte dans le réseau de l'entreprise, une patte publiquement, et donc des entrées sur des noms de domaine qui vont être locaux vont être oubliés, mais au final vont être exposés sans même que les gens ne le sachent
au niveau du reverse proxy. Et moi, en tant qu'attaquant, si je fais une attaque par brute force au niveau des entêtes host, je vais être en mesure du coup de taper des ressources en interne qui ne vont pas être forcément prévues d'un point de vue administration au niveau de l'entreprise. Et donc ça, c'est un vecteur d'attaque qui est très intéressant au niveau de ce qui est exposé publiquement dans les entreprises. Et donc, à partir de là, c'est très vite très complexe, mais voilà, je vous laisse juste réagir si vous voulez sur ce ça point. permet de faire pas mal de DNS Discovery. Alors tu l'as aussi avec les certificats. Ouais, Tu peux lister très facilement les noms de domaine que ce certificat autorise. Et justement, tu peux le faire avec le reverse proxy aussi pour voir en interne. Donc ça permet aussi de voir parfois s'il y a des apps de dev qui sont derrière l'infrastructure que tu vas essayer de taper, de la prod ou de la pré-prod. Mais surtout de voir le giron, parfois à niveau recherche et développement, de ce qu'ils sont en train de développer, de liker de noms de projets internes ou autres. Ça permet pas mal de choses et ça permet aussi de t'aiguiller sur qu'est-ce que tu veux derrière toi. Donc ensuite, après le reverse proxy, lui, il va réorienter. Vas-y, Nico. Oui, parce qu'en fait, tu parles de certificats et de découvertes, c'est que si tu génères des certificats pour tes applis, soit tu mets étoile.compagnie.com, Soit soit Wildcard, ouais. dans les subject alternative name, tu mets la liste de toutes les applis qui vont être, enfin tous les noms de domaine qui vont être servis par ce certificat. Et là, effectivement, ça permet de faire de la discovery. Moi, Il y a des risques pour les deux, honnêtement. Je sais que certaines entreprises, dont une dans laquelle j'ai travaillé, il y avait justement un de nos certificats publics qui liquait tous nos domaines internes, la totalité. Ouais. Et là, ça a été un peu un sujet complexe en interne. Mais donc, une fois que le reverse proxy a pris la requête, il va la rediriger sur les différents services compétents. Donc, on a le serveur web, du coup, qui peut être en différents langages, mais on va certainement se concentrer aujourd'hui sur du PHP, globalement. Ouais. Parce que c'est ce que tu aimes beaucoup et moi aussi. C'est ça, exactement. Attends, je croyais que le sujet, c'était est-ce que la sécurité est possible? Mais pour le coup, On va dire que PHP n'aide pas sur beaucoup de points ouais, pour PHP, ce point de vue-là. ça mais- empêche pas mal de choses. Alors, tout dépend parce qu'il y a eu beaucoup de modularité depuis, d'évolution. C'est pas contrairement à JS développé en 2 jours, enfin, slash une nuit, hein, mais c'est ce qui est fait pour être en tout cas côté back-end, contrairement à JS qui à la base n'était pas fait pour ça. Donc, on va prendre les bases exprès, mais oui, PHP est quand même énormément vulné, c'est bien connu. Et il y a des frameworks justement pour ça, et c'est aussi pour ça qu'on va expliquer pourquoi il ne faut pas faire simplement sa page et s'appuyer sur des trucs qui sont bien plus gros. Donc je te laisse nous présenter du coup niveau serveur comment ça se passe. Pas de souci. Donc voilà, maintenant que notre requête a fait un peu son petit bonhomme de chemin et est arrivée jusqu'au serveur web, et le serveur qu'on voulait taper pour regarder ce qui s'y passe, eh bien, il faut prendre en compte plusieurs choses. Déjà, la première, pour que le serveur web existe, il faut un serveur web. C'est logique. Donc, en général, on va avoir typiquement du Nginx, on va avoir du 2IS pour environnement Windows, on va avoir du Apache 2, etc. Il y en a plein d'autres. Mais déjà, il faut un serveur web. Ces serveurs web-là peuvent être également vulnérables. Et typiquement, je n'ai pas de vulnérabilité en tête, mais ça commence à être de mieux en mieux maîtrisé d'un point de vue serveur web quand même. Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que si votre serveur web en lui-même est vulnérable, eh bien, vous pouvez vous retrouver du coup avec des compromissions de serveurs à partir de ce point-là. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais il faut toujours garder en tête que vous faites confiance à une technologie, et donc que cette technologie-là, potentiellement, à un instant T, va être considérée comme sécurisée, mais si demain une vulnérabilité l'affecte, eh bien, vous serez également affecté. Si tu veux l'instant boomer, en 2001, Vas-y. il y avait un ver qui s'appelait Code Red qui se propageait sur 2IS5, qui était vraiment un buffer overflow à la con, et dont il était censé se propager sur tous les serveurs 2IS exposés sur Internet. Et le 30 du mois, en fait, tous ces serveurs devaient se connecter sur le site de la Maison Blanche et le DDoS. Et en fait, je crois que l'IP était hard-codé, donc en fait, ils ont juste changé l'entrée DNS du whitehouse.gov, et du coup, le DDoS est parti dans un black hole. C'en est un autre qui se l'est pris, quoi. Ouais, ça, c'est une grosse faille dans 2IS qui a été très, très largement exploitée à l'époque et qui a été une des raisons pour lesquelles Bill Gates a envoyé son mémo après en 2002 ou en 2003 en disant « Bon, les gars, on arrête tout et maintenant on fait de la sécurité. » Ouais, sur les serveurs, c'est les choses où même quand tu fais du pentest, essaie de faire liquer les versions pour savoir si c'est pas vulnérable. Parce qu'il y en a des vulnérabilités, c'est pas nouveau. Et même, on en voit de moins en moins, mais avant, tu cherchais même pas à poutrer l'appliqué derrière. Tu cherchais directement le serveur, c'était plus rapide.
Après, il y a des failles plus subtiles. Il me semble que dans Nginx, il y a un truc à la con qui est que quand tu définis tes routes, si tu finis pas le fichier de conf avec des slash à la fin, Ouais. en fait, du coup, tu peux faire un directory traversal, mais ça, c'est pas une faille, en fait. C'est juste la manière dont marche la configuration du serveur. Ouais, c'est de la misconfig pure et dure. Voilà. Et sauf que c'est pas totalement évident. Si tu le sais pas, tu peux vite te tromper, quoi. Ouais. Typiquement, pour en citer une dernière, il y a aussi sur Apache Tomcat, pendant un moment, lorsque tu faisais point virgule slash, tu pouvais du coup remonter l'arborescence à partir de là. Et c'était un problème du coup qui est connu au niveau du serveur en lui-même. Et bref, il peut y avoir des failles qui sont vraiment dédiées au niveau du serveur web en lui-même. Et il faut garder en tête que lorsque vous utilisez une dépendance, eh bien, il faut garder à jour la version, parce que si demain il y a une faille qui l'affecte, vous serez également affecté. Sur Apache, il y avait le serveur status et le serveur info là, qui permettait d'avoir toutes les sessions des gens qui étaient connectés. Avant, maintenant, il n'est plus que sur localhost, mais quand tu fais tourner du Docker, tu es encore capable de le taper parce que tu viens de localhost en fait. Donc. Ouais, sur Docker, c'est pour ça, en fait, encore une fois, c'est plus complexe que juste une simple requête qui est faite. Vous avez tout le contexte qui va être derrière. Et du coup, il faut prendre en compte chaque étape de tout le cheminement de votre requête. Parce que, encore une fois, on n'en a pas parlé auparavant, mais il y a des headers en fait, qui vont vous permettre de router le trafic et de déterminer du coup par où vous passez. Des fois, par exemple, vous allez devoir savoir d'où vient votre requête parce qu'elle va passer par un reverse proxy ou ce genre de choses. Et vous avez des headers comme xforwarded for ou je sais plus, j'en ai plus d'autres en tête là comme ça, mais il y en a plein qui vont permettre en fait de donner des informations sur le cheminement de la requête avant d'atteindre le serveur. Et donc, à chacune de ces étapes-là, potentiellement des vulnérabilités. Donc ensuite, après le serveur web, tu pars directement dans ton application. Ouais, tout à fait. Donc là, typiquement, maintenant que Nginx a pris en compte la requête et l'a parsée, eh bien, le résultat va être envoyé à PHP, dans notre exemple. Et donc, là, maintenant, on commence à rentrer dans le dur et dans l'endroit où potentiellement il va y avoir plus de failles. Lorsque vous faites du développement web, vous allez devoir vous baser sur un langage, c'est la base. Par exemple, ça va être PHP, JavaScript, ça va être du Java, ça va être du .NET, ça va être du Go, etc., etc. Ça peut être à peu près n'importe quel type de langage. Je pense qu'il y a très peu de langages qui n'a pas son penchant en web. Ouais. Donc, de mémoire, quasi tous. Quand tu vois du Python, même du C, maintenant, tu peux tout quasiment faire. Typiquement, PHP est basé sur du C. Donc, en fait, en fin de compte, vous allez avoir même des surcouches à d'autres langages qui vont être faites pour créer du coup des langages dédiés pour de la programmation web. Et après, même dans les langages, tu as en plus les frameworks. Enfin, c'est un embranchement, on dirait les distributions Linux. Hein. C'est un enfer derrière. Et c'est vraiment chacun sa paroisse, très souvent. Quand on voit ce qu'il y a, c'est assez impressionnant. C'est un instant boomer, mais personne ne parle de Ruby on Rails. Il n'y a que GitLab sur Ruby on Rails. Hein. Le reste, il n'y a plus rien. Il y a encore beaucoup d'applis sur du Ruby, honnêtement. Toutes celles qui ont été développées dans les années 2010. Mais tu sais, je crois que c'est Pornhub qui est sur des CGI en Perl. Et il y a encore Cold Fusion qui a une part de marché non négligeable. Enfin, oui, mais en fait, c'est vraiment les vieux sites en fait, qui ne peuvent pas refonder tout leur code dans des trucs actuels parce que sinon, en fait, ça leur ferait un downtime énorme et ils ne peuvent pas se le permettre. Et ça relèverait des nouvelles vulnérabilités qu'eux ont déjà patchées à l'heure actuelle sur leur code actuel. Ouais. Mais donc, non, il y a énormément de frameworks. Il y en a qui sont passés énormément. Il y en a qui reviennent à la mode, comme maintenant, tu as pas mal de Rust. Et je sais pas si le Rust fait du web jusqu'à présent. Je sais il y avoir des librairies qui te permettent de le faire. Ouais, ça m'étonnerait beaucoup. Mais ouais. Même pas cité FrontPage 97. Ah là, non, là je l'ai pas celle-là. Tu l'as pas, hein. Mais non, il y a de plus en plus de frameworks et même il y en a qui se ressemblent énormément. Quand on peut prendre du Symfony et du Laravel qui partent de la même base, les différences sont très minimes pour le coup. À part sur le fonctionnement, c'est à peu près pareil. Il y a la syntaxe qui est un peu différente. Ouais. Mais juste pour faire pour clore un peu l'anecdote sur les langages de programmation, il y en a quand même qui vont être plus sécures que d'autres. Typiquement, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais j'avais vu une phrase qui m'avait fait pas mal rire. On disait une vulnérabilité qui va être faite en 3 lignes en PHP, elle va être faite en une seule en Perl, typiquement. Et on en parlait tout à l'heure. Donc en fait, il y a des langages qui sont considérés comme étant plus sécurisés que d'autres et qui vont être plus ou moins permissifs. Donc voilà. Et ensuite, au-dessus de chacun de ces langages, il va y avoir des frameworks.
Et du coup, pour tout ce qui va être... on a pris ces exemples-là, du coup, je vais rebondir dessus. Laravel et Symfony, typiquement, là encore, on va avoir plein d'autres choses qui vont être embarquées. On va voir la manière de router, du coup, les requêtes. Et il faut savoir qu'en Laravel, ça va souvent être moins bien géré qu'en Symfony. Typiquement, si vous avez un upload de fichiers en Laravel et que vous arrivez à passer du point PHP, eh bien, dans la plupart des cas, vous allez avoir une exécution de commande arbitraire. Sur Symfony, ça va pas forcément être si évident que ça. Ça va dépendre un peu plus du contexte. Donc, encore une fois, même au niveau des frameworks et ce genre de choses-là, vous allez avoir vous allez avoir plus ou moins de facilité à arriver à vos fins en tant qu'attaquant avec de l'exécution de commande ou ce genre de choses. Et Faudra qu'on ça va fasse être le très ranking du pire framework ou du pire langage niveau web est le meilleur dans ce sens-là, parce que genre quand tu vois typiquement le Perl de commencer quand c'est en web, c'est infernal. Et même du Java où c'est extrêmement lourd. Il y a vraiment des choses où on ne comprend pas les choix qui ont été faits par les éditeurs, ou parfois même... Alors, il y a parfois l'âge de l'application où ça on peut l'entendre, mais nous on voit très clairement en tant qu'étudiant, notre planning il est fait en Java, c'est imbuvable, il plante assez souvent. On a dû refaire des applis qui viennent taper les fichiers ICAL parce que sinon en fait notre planning, allez le voir, c'était un enfer. Et il y a beaucoup de choses comme ça où tu te fais mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête, hein. Et maintenant, quand on voit la modernité de certains frameworks, la facilité de développement qu'ils permettent et la sécurisation qu'il y a derrière, on se demande pourquoi ils ne se tournent pas justement vers ces frameworks-là. Bah, Ça, c'est la surconfiance, hein. C'est l'explication de tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, un gars qui faisait du Perl n'imaginait pas qu'il pouvait introduire des bugs dans son code. Parce que si tu connais Perl, si tu comprends la syntaxe de Perl, tu as une sorte tu t'es transformé en un être de lumière. Ah oui, t'es un bon mage noir là actuellement si tu maîtrises Perl, ouais. Et la vérité, c'est que tout le monde fait des erreurs. La densité d'erreurs dans un code, je crois que c'est en moyenne, c'est un bug tous les 1000 lignes. Alors effectivement, en Perl, tu peux écrire des codes très très compacts, mais tu peux rester en dessous des 1000 lignes. Mais les gens ont toujours eu la surconfiance. Et aujourd'hui, on a cette idée que, oui, personne n'est parfait. Quand tu fais un commit dans OpenSSL un 28 décembre, tu vas introduire un bug parce que tu n'es pas dans un état correct. Et donc maintenant, on essaye d'avoir une approche plus rationnelle et plus ingénieure de la programmation en disant, voilà, on fait des frameworks, on fait des linters, on a des API régulières, et les gens font des erreurs. On essaye à tous les stades du développement d'essayer de les empêcher d'introduire des bugs ou de les détecter. Mais ce n'était pas du tout le cas dans les années 90. Dans les années 90, tu étais sous VI et tu codais comme si c'était... Comme si c'était ton meilleur éditeur de texte et tu n'en avais absolument rien à faire. Donc, du coup, en framework, typiquement sur du Symfony, derrière, il n'y a pas... Enfin, un framework, c'est un ensemble, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont empaquetées dedans et différentes manières de réflexion. Sur l'exemple de Symfony, moi, j'ai été dev Symfony pendant quelques temps. Tu as Twig et Doctrine de mémoire. Ouais. Twig pour tout ce qui est moteur de template et Doctrine pour tout ce qui est ORM. c'est ça. Je vais te laisser du coup détailler à quoi correspondent ces mots. Yes. Alors, donc, simplement, lorsque vous recevez votre requête sur Symfony, déjà, même d'un point de vue plus macro, il y a une manière de développer qui est mise en place dans le framework. Donc, pour Symfony, ça va être du MVC, Model View Controller. Et donc, typiquement, lorsque vous allez recevoir une requête, toute la logique pour traiter cette requête dans un premier temps va être gérée par le contrôleur. Donc, lorsque vous cherchez où va arriver votre requête sur Symfony, tout va commencer par le contrôleur. Une fois que vous commencez à lire un petit peu les requêtes et les lignes qui vont être faites au niveau des routes du contrôleur, vous allez avoir toute la logique de communication avec la base de données. Donc là, typiquement, Symfony est assez bien fait pour ça. Vous avez ce qu'on appelle un ORM, un Object Relation Mapping, qui va vous permettre de faire le lien entre votre code et vos objets en PHP jusqu'à votre base de données. Donc typiquement, ce qu'on appelle le modèle, ça va être la partie où vous allez avoir l'ensemble de vos attributs pour votre objet. Imaginons que vous avez un classique, un objet qui s'appelle user. Dedans, vous allez avoir votre username, votre password, votre, j'en sais rien, votre code postal, etc., etc. Et bien, grâce à Symfony, vous allez pouvoir du coup avoir une facilité pour communiquer avec votre base de données grâce à l'ORM, et ça va être complètement transparent pour vous. Vous allez avoir un ensemble de méthodes qui vont vous permettre de communiquer avec la base de données sans faire vos queries vous-même. Est-ce que du coup un ORM permet de faire un peu de sanitize justement vers les requêtes et d'empêcher les injections plus facilement? Oui, par défaut, la majorité des ORM
vont le faire bien mieux que la plupart du commun des mortels. Et on n'est jamais à l'abri, encore une fois, qu'il y ait du coup des vulnérabilités. Toujours, on revient toujours au même point, et ça sera le cas pour à peu près tout d'un point de vue sécu. Faites confiance à une librairie ou etc. Eh bien, vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y ait une vulnérabilité parce que vous n'avez pas tout contrôlé. Mais en même temps, vous êtes bien obligé de faire quelque chose. Vous n'allez pas juste réinventer la roue à chaque fois. Et donc, de mon point de vue, utiliser un framework qui est considéré comme solide va bien plus vous protéger que si vous redéveloppez tout à la main. Sauf si vous êtes une très très grosse entreprise et que vous avez beaucoup d'argent pour mettre et investir du coup les moyens là-dedans. Ouais, parce que du coup, le framework t'offre aussi une autre surface d'attaque. Typiquement, Twig, qui est le moteur de templating, est vulnérable au SSTI, suivant comment tu l'utilises, mais comme du Ninja, comme énormément de templates. Ouais. Et ça permet de faire de l'exécution de code, ça permet d'aller parfois très loin. Tu peux facilement faire de l'RCE. C'est quelque chose d'ailleurs qui est très montré en CTF. Pour le coup, j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal. Et c'est l'avantage et le désavantage des frameworks, c'est fait pour faciliter, mais de l'autre côté, tu es obligé de prendre un parti pris d'augmenter un peu ta surface d'attaque. Ouais, effectivement. En fait, plus tu vas rajouter des briques au niveau de ce que tu vas mettre en place, plus tu as de chances qu'il y ait une brèche au niveau d'une de tes briques. Et en fait, le web, c'est un peu un château de cartes sur beaucoup de points. C'est-à-dire que si tu as une brèche au niveau d'une de tes briques, eh bien, potentiellement, ta maison s'effondre, quoi. Ça peut très vite partir en live. Mais aussi, ce qui va se passer des fois, c'est que tu vas avoir une petite brèche dans une brique, une autre petite brèche par-ci, une petite brèche par-là. Et en fait, à partir de là, tu vas avoir... je reste sur la métaphore de la maison, mais tu vas avoir une infiltration et petit à petit, tu vas finir par arriver au même résultat. Et donc, là, on parlait de moteur de template, juste pour expliquer un peu à quoi ça sert. Vous avez deux choix, en fait, lorsque vous faites du développement web. Le premier, vous allez recréer tout le HTML qui va être donné au navigateur, le HTML, le JavaScript, etc., etc. Vous allez tout recréer vous-même, avec le risque qui est extrêmement élevé de faire n'importe quoi. Donc, pour pallier à ce problème-là, ce qui a été mis en place, du coup, c'est des moteurs de template. C'est-à-dire que vous allez avoir des bouts, du coup, de la page que vous allez renvoyer à l'utilisateur qui va vous permettre d'intégrer de manière, en théorie, plus safe des... imaginons votre username de l'objet user dont on parlait tout à l'heure. Vous voulez le renvoyer à votre utilisateur. Et bien, si vous passez par un moteur de template, vous n'allez pas redévelopper en PHP, mais passer par le moteur de template pour le rendre à l'utilisateur. Et donc, en théorie, vous allez vous protéger de pas mal de choses de ce point de vue-là. Et si vous permettez par contre à l'utilisateur lui-même d'utiliser le moteur de template, là, vous compromettez potentiellement du coup la sécurité de votre serveur. Donc encore une fois, vous utilisez des briques, mais il faut quand même lire le mode d'emploi de chaque brique pour savoir un peu ce qui se passe et ne pas faire n'importe quoi. Ouais, pour le coup, ça revient vraiment à tout ce qui est bonne pratique et autres. Pour revenir sur la maison, il ne suffit pas juste d'empiler les briques, il faut parfois mettre du ciment, mais il faut avoir lu comment mettre du ciment. C'est ça. Il faut mettre du ciment, mais il va pas falloir mettre, j'en sais rien, de la farine ou autre chose qui n'a rien à voir avec la situation. Pour le coup, il faut faire assez attention. Voilà. Les templates server-side et les templates client-side, c'est Ouais. quand même deux mondes complètement différents. C'est-à-dire, si tu utilises un ORM côté serveur comme un Hibernate, ça va te protéger contre plein d'attaques d'injection SQL, par exemple, mais ça va potentiellement introduire des failles s'il dépend de s'il est vulnérable à Log4j, par exemple. Ouais. Et après, tu as toute la partie cliente avec, Angular, par exemple, qui a un moteur template pour le rendu des pages web, mais qui, en théorie, n'a aucun impact côté serveur, puisque tout se passe dans le navigateur côté client. Donc ça, c'est plutôt pour éviter les cross-site scripting. Mais du coup, tu peux faire des CSTI très facilement. Quand c'est de l'Angular, c'est vraiment... Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux utiliser PHP Symfony et Angular. Ah oui, dans ce sens-là. Les deux ne sont pas incompatibles. Il y a une partie serveur et une partie client, et chacun a ses intérêts et ses difficultés. C'est ça, clairement. En tout cas, sur les moteurs de template, il faut absolument utiliser un moteur de template qui a marqué sécurité dans sa description. Parce qu'il y a plein... Non, mais vraiment, il y a des gens qui... Un des problèmes qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, c'est que côté navigateur, il y a un gros push sur les trusted types. C'est-à-dire, en gros, faire du strong type checking côté navigateur. Et il y a des templates qui vont très facilement le supporter. Et il y a des templates, des moteurs de templates côté client, qui disent « Oh non, mais c'est trop compliqué votre truc, nous, on n'a rien à foutre, envoyez-nous de l'argent si vous voulez qu'on fasse ça. » Et ça permet de
tracer un trait entre les templates qui vont disparaître et les autres. Donc, faut faire Ça le permet bon de choix. faire du filtre, ouais. Effectivement. Fais le bon oui, choix, jeune entrepreneur. Je prendrai la Trusted Type. Donc, suite après au moteur de templating, nous allons aussi parler des bases de données. Donc, on passe, nous, par l'ORM pour discuter avec les bases de données pour que ce soit un peu plus sécurisé, surtout sanitize. Mais il arrive parfois que la page PHP communique directement avec la base de données. Et c'est souvent là où les choses se passent mal. Du coup, lorsque vous allez vous-même... Alors, au niveau de base de données, on va dire qu'il y a plusieurs langages, encore une fois, qui vont vous permettre de vous interfacer avec vos bases de données. Le plus courant, on va dire, c'est le langage SQL. Et du coup, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des queries vers votre base de données pour essayer de récupérer des ressources. L'ORM va le faire de manière transparente pour vous. Par contre, si vous vous amusez à le faire vous-même, il va falloir prendre plusieurs choses au niveau de la sécurité. Très souvent, ce qui va se passer lorsque vous avez une requête qui va être faite en base de données, c'est que vous allez avoir besoin d'entrées utilisateurs pour filtrer les sorties de la base de données. Typiquement, on va reprendre encore une fois cet exemple-là. Vous avez vos utilisateurs qui vont être stockés avec leur nom d'utilisateur, leur mot de passe, etc., etc. Imaginons que je veux des informations qui soient liées par rapport à utilisateur 1. Si je fais une requête en SQL vers ma base de données et que je laisse l'utilisateur entièrement open bar rentrer ce qu'il veut au niveau de la query SQL, eh bien dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle une injection SQL. Et l'injection SQL va permettre typiquement de récupérer l'ensemble des entrées de la base de données. Aussi bien la table user que la table très secret ou ce genre de choses. Ou même parfois la modifier pour le coup. Ou la modifier, Ça ça peut- va dépendre de la query qui est effectuée. Et donc, typiquement, en général, lorsqu'on arrive à avoir une injection SQL, d'un point de vue attaquant, on va déjà récupérer tout ce qui se trouve en base de données, mais on va aussi essayer d'élever nos privilèges en utilisant ces comportements-là. Ça peut être en s'ajoutant un compte qui est privilégié sur le serveur, ça peut être en essayant de casser du coup le hash du mot de passe associé à un utilisateur privilégié, ça peut être directement en utilisant des comportements de modules du SGBD utilisé. Un SGBD, ça va être ce sur quoi va se baser votre base de données pour communiquer entre votre base de données en elle-même et SQL par exemple. Donc ensuite, pour pouvoir faire une injection, il faut quand même pouvoir, toi, taper du texte. Très souvent, ça fait faire des formulaires. On peut typiquement parler du formulaire de connexion user. C'est des choses qui se font assez facilement parce que tu as tout ce qui est navigateur et il faut un moment qu'il y ait une interaction avec l'utilisateur. En parlant du navigateur, justement, il y a un intérêt de justement typer les données qui sont rentrées via les formulaires. Et ça s'appelle très souvent des trusted types, comme on le disait juste avant. Il y a pas mal de technologies qui permettent de typer. Il n'y a pas que les trusted de mémoire. Tu m'arrêtes si je me trompe, Nicolas, mais il y a beaucoup de langages, eux aussi, qui typent de manière à la volée. En fait, la question, c'est où est-ce que tu vas le faire? C'est-à-dire, est-ce que tu vas le faire dans une surcouche ou est-ce que tu vas l'intégrer directement dans les standards du web et le rendre obligatoire au niveau W3C Le rêve. Oui, mais ce qui est déjà en train de se passer, oui. Après, ce qu'il faut voir aussi dans le web, c'est même si le navigateur ne le supporte pas encore ou que tous les navigateurs ne le supportent pas encore, ils ont un truc génial qui s'appelle la pâte dentaire, polyfill en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux implémenter en JavaScript par-dessus une surcouche qui va rendre disponibles des features qui ne sont pas dans le navigateur et le jour où elles seront disponibles nativement dans le navigateur, en fait, tu vas Il arrêtera avoir d'utiliser les libs. de manière beaucoup plus performante. Et en fait, c'est le même problème qu'en SQL d'ailleurs. Hein. Tous les problèmes qu'on a, c'est des problèmes de typage. C'est-à-dire que les injections SQL viennent typiquement du fait qu'il n'y a pas de séparation entre le texte des commandes et le texte des données. Et SQL n'est pas un horizon indépassable. Hein. Tu as des bases de données orientées clés-valeurs comme TCD qui est utilisé en Kubernetes. Tu as des bases de données graph. Bon, là, on est problème d'injection. GraphQL a aussi ses propres problèmes. Effectivement. Mais de manière générale, le typage fort, c'est quelque chose qui apporte des propriétés de sécurité dans tous les langages. Oui, comme sur du OCaml, OCaml, oui. OCaml, je ne sais jamais comment ça se prononce, où justement tu as du typage qui se fait de manière dynamique et qui est assez puissant et utilisé énormément dans le domaine universitaire et de la recherche, de par sa complexité, parce que ce que j'ai compris, c'était pas très très facile à utiliser. Non, mais par contre, même en Python, aujourd'hui, tu as du typage. Hein. Si tu fais du Python moderne, tu peux tout à fait forcer le type de tes arguments et du coup, tu te retrouves plus avec les conneries de Python où quand tu passes dans l'URL, tu passes à une string au lieu de passer un entier. Tu vas dans ta fonction et elle va raise. Tu n'as plus les castes.
t'as plus besoin de cast, c'est fait exactement pour. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas sur les dernières versions de PHP. Voilà. Il y a Ah du ouais typage fort en PHP. Ouais, maintenant, C'est juste que c'est jamais utilisé. Comme sur Python Dans la plupart globalement. des cas. C'est ça. C'est En parce fait- qu'ils font, et c'est le problème en fait surtout du dev, c'est qu'on va surtout chercher la facilité. Et sauf que C'est ça. sécurité et Exactement. facilité sont deux choses qui, quand ce ne sont pas des standards, ne sont pas très copains à la base. Effectivement. C'est toujours le problème, la vitesse et Ouais. les ressources qu'on veut allouer. Enfin, Je voilà. pense qu'il y a aussi un problème de pourriture globale de l'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu cherches comment écrire un code PHP ou un code Python, tu as 10 fois plus de mauvaises réponses que de bonnes réponses. Et en fait, si tu supprimais tout ce qui avait été écrit, tout ce qui a plus de 2 ans, et que tu disais aux gens, voilà, c'est la seule manière de faire les choses, c'est d'utiliser des requêtes paramétrées en SQL, par exemple, ou dans Python 3.12, tu n'as que le typage et tu dois passer un argument en ligne de commande explicitement si tu veux le supprimer. En fait, les gens diraient, ah, c'est normal. Donc, ils apprendraient ça à l'école, ils copieraient des codes qui marchent depuis Stack Overflow. ChatGPT leur donnerait que des exemples comme ça. Et le problème serait réglé. Mais si tu laisses la possibilité, ou si tu donnes plein d'exemples de mal faire, ou de faire de manière fainéante, on va dire, bah, du coup, les gens, ils le font parce qu'ils se rendent même pas compte qu'ils font mal, en fait. Ouais, c'est Ouais. que Internet n'est pas écumé de ces anciennes choses, et c'est très bien, mais du coup, ça induit ça derrière. Il y a aussi après, donc côté client, tout ce qui est CSP, qui sont très utilisés pour la sécurité, pour tout ce qui est fichier intégré de l'extérieur, si je ne me trompe pas. Tu as du coup tout ce qui est SRI tout ce qui est SRI, donc intégration des sous-ressources, où ça, en fait, ça empêche, si tu le fais bien, d'aller d'exploiter d'autres vulnérabilités type SSRF ou autre. Alors, tu définis pas du tout les termes. Je suppose qu'il y aura peut-être un insert Ouais, on textuel peut, ou ouais. Sinon, on les définit vite fait. CSP, c'est Content Security Policy. En fait, c'est des entêtes HTTP qui sont envoyées par le serveur et qui vont expliquer aux clients, au navigateur, donc qu'il y a des fonctions de sécurité qui sont supportées. Donc, typiquement, dans une CSP, tu peux dire je n'ai aucun eval dans mon code. Donc, si tu dois eval du texte à un moment, c'est pas bon et tu bloques. Ce qui va permettre effectivement de bloquer un certain nombre d'attaques par injection, parce que quand tu injectes, tu as envie de pouvoir exécuter du code arbitraire côté client. Et bah, là, ça va pas être possible. Par exemple. Mais CSP, c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, le nombre de directives CSP supportées est vraiment très important. Le bypass, c'est long. Heureusement, il y a des sites qui vont te permettre de vérifier ton serveur à toi et voir s'il renseigne bien tous les bons entêtes HTTP. Ce qui est important dans CSP, c'est qu'il y a aussi des entêtes qui vont être incompatibles entre eux, où il y a des policies qui vont annuler complètement les fonctions de sécurité. Et du coup, voilà, c'est un sujet qui est assez compliqué. Il y a pas mal de misconfig sur le CSP qui peut être fait assez facilement et très facilement exploitable. Du coup, on est très content derrière quand ça arrive. Le Sub-Resource Integrity, ça répond à un problème complètement différent qui est les attaques par supply chain. C'est-à-dire, dans un site web normal aujourd'hui, tu vas avoir, je sais pas, un processeur de paiement, un insert où tu vas rentrer ton numéro de carte bleue, tu vas avoir du CAPTCHA pour lutter contre les bots, tu vas avoir du tracking avec des pixels, du pixel tracking qui va être fait par quelqu'un d'autre. Et en fait, n'importe lequel de ces sous-traitants potentiellement injecte du code dans ta page. Donc, il y a eu des attaques sur Magento, par exemple. MageCart, je crois, le nom du groupe, ou le nom de l'attaque, je sais plus. Enfin, en gros, des gens, Mais ouais, il y a eu un truc comme ça. des Coréens du Nord, qui ont systématiquement pété tous les sites pour rajouter des ressources qui volaient en fait les numéros de carte. Et bah, Sub-Resource Integrity, ça dit, OK, je fais confiance à ces gens, mais modérément. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont m'envoyer ce code, je l'ai validé, je l'identifie avec un hash. Et du coup, si le code change côté serveur, enfin, si ce que m'envoie mon sous-traitant comme code que j'injecte dans ma page change, du coup, je le sais. Ouais. Ce qui peut aussi poser des problèmes de reliability, parce que ton site va casser, etc. Mais au si, moins. si le code change, le hash n'est plus bon et du coup, il faut. Il faut le revalider. Ouais, quand tu fais des badges de ton code, il faut l'envoyer à tout le monde après. Mais ce qui existe aussi dans plein d'autres domaines, si tu fais un NPM, tu peux piner en fait une certaine version du paquet ou de l'image Docker, tu peux la piner par hash et dire voilà, si c'est la même version mais que le hash a changé, il y a un problème. Et voilà, c'est un système assez classique aujourd'hui pour assurer l'intégrité de la supply chain, on va dire. Après, donc, après avoir vu justement tout ce qui est les CSP et SRI,
SRI. Il y a tout ce qui est libJS derrière, par exemple Spectre, comme tu nous avais indiqué avant, qui sont eux utiles un peu plus sur tout ce qui est les biblios, si je me trompe pas. Si tes auditeurs sont des experts du web, je pense qu'ils n'ont jamais entendu parler de Spectre, Ouais. Meltdown, Riddle, etc. Donc, juste. Entendu parler, oui, mais pas forcément Ouais, moi, c'est exploité pareil, sur hein. des cas concrets. Quand tu as envoyé le truc, j'ai fait. J'ai entendu, mais pour le coup, je connaissais pas du tout. Ah, pourtant, c'est passé à Stick. Non, la fille de l'université d'Autriche, la Université Graz, ou je sais plus, qui a fait une très bonne présentation Stick sur Spectre.js. En gros, l'idée, c'est qu'il y a des failles matérielles dans les microprocesseurs qui sont liées à des optimisations de performance et qui ont commencé à être trouvées par des universitaires il y a quelques années. Et maintenant, les portes de l'enfer se sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle variante tous les 3 mois. Donc, c'est des choses qui, en théorie, sont difficiles à exploiter. En particulier, si tu es chez toi sur ta machine et que tu fais du gaming, tu as envie de désactiver toutes les mitigations parce qu'elles font perdre énormément en performance. Les seuls cas où ces failles sont réellement exploitables, c'est quand 2 personnes qui n'ont aucune envie de se connaître ni de communiquer entre elles exécutent du code sur la même machine. Et ça arrive dans 2 cas, le cloud et les pages web. Puisque sur les pages web, comme tu attaques du contenu de ressources tiers, ta page à toi et du code JavaScript de quelqu'un d'autre que tu connais pas, qui vont tourner dans le même processus, entre guillemets. Pendant longtemps, on pensait que c'était impossible d'exploiter ces failles matérielles parce que entre, on va dire, l'abstraction de JavaScript et le matériel, il y a tellement de couches. Normalement, ça devrait pas passer. Que ça ne doit pas passer. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le web est très complexe. Tu as par exemple WebAssembly qui permet quasiment d'exécuter du code natif dans le processeur. Tu as des timers précis à la nanoseconde dans ta page web. Et si tu as des timers précis à la nanoseconde, tu peux commencer à exploiter des failles de type détecter si quelque chose était dans le cache ou pas. Ça, c'est quelque chose si tu as un timer de 10 ou 20 nanosecondes, tu peux savoir si tu as eu un cache miss ou pas. Et donc, tu commences à pouvoir exploiter toutes ces failles via des navigateurs. Du coup, tu as les entêtes CSP qui permettent de rajouter des indications pour dire, voilà, j'autorise à intégrer des ressources depuis certaines origines ou pas. Donc, c'est typiquement OOP, COEP, donc Cross-Origin Opening Policy et Cross-Origin Embedding Policy, qui permettent de dire, j'autorise ce contenu à venir sur mon site web, enfin, dans ma page web, et j'autorise pas tel autre contenu, enfin, un site inconnu à le charger. Bon, c'est pareil au niveau des timers, la précision des timers a été réduite dans les nouvelles implémentations de navigateurs. Mais en fait, tu as plein de side channels qui permettent quand même d'avoir une idée du temps qui passe. Ouais, donc on est quand même rendu à du simple serveur web ou juste que side channel attack qui te permettent de savoir qu'est-ce qui est chargé en cache ou autre, même avec tout ce qui est XSLeaks, de s'amuser à savoir la taille de la fenêtre ou d'autres choses où ça permet en fait de faire fuiter des informations via les scripts JavaScript du client et donc récupérer le maximum d'informations dessus. Et derrière, c'est ce qui est utilisé pour faire des analytics très facilement. Le XSList, c'est assez simple en théorie. Après, en pratique, il y a plein de raffinements d'implémentation. Mais tu es dans une page et tu fais une requête vers une ressource qui est normalement bloquée par la Same Origin Policy. Donc, tu n'as aucune information sur le fait ce qui s'est passé, en fait, ou tu peux même juste pas le faire. Mais le timing que va prendre cette requête va te permettre de savoir si la ressource en question est dans le cache local du navigateur ou pas. Donc, en fait, tu peux, par exemple, savoir si quelqu'un a été visiter une page web. Parce que toi, tu vas demander la page web, tu vas pas y avoir accès, mais le temps que ça te met à te bloquer va te permettre de savoir si la page web a quand même été visitée ou pas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu au départ, et donc c'est très difficile aujourd'hui de rétrofiter dans Internet et dans les navigateurs des protections contre les XSLeaks. En fait. Ouais, le navigateur est quand même une sacrée grosse machine, un sacré gros foutoir où il y a énormément de technos différentes qui doivent cohabiter. Et c'est compliqué d'en enlever certaines parce que beaucoup de sites les utilisent encore. Je ne sais pas s'il y a une politique justement là-dessus d'enlever même si c'est encore utilisé. Parce que typiquement Microsoft, eux, il y a des features qu'ils laissent par obligation parce qu'ils ne peuvent pas les enlever parce que trop d'entreprises les utilisent. Est-ce que c'est pareil sur le web pour le coup ? Il y a des deprecation policies, des choses comme ça, mais... On va dire que Microsoft avait un autre problème avec Internet Explorer, c'est qu'ils avaient des technologies qui n'étaient pas standard W3C. Donc typiquement, c'était quoi Time plus, je ne sais plus quoi, ou Silverlight, ou
bon, les applets de Java, on n'en parle plus. Tout ce qui est Flash, on n'en parle plus. Il y avait des trucs. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs qui ont existé dans le web qui étaient un peu des extensions propriétaires. Et là, effectivement, support des ActiveX. Des ActiveX qui sont encore très utilisés en Corée, par exemple. Ouais. Et même sur Flash, il y a une entreprise chinoise qui fait un clone de Flash supporté parce qu'il y avait trop de services gouvernementaux en Flash. C'était utilisé partout le Flash. Hein. Ah oui, ouais, C'était moi, mes premiers jeux en web, hein, c'était ça. Hein, je jouais sur du Flash. Hein. Premier challenge sur RootMe. Ah, non, même pas. Non, vraiment. Pour Mais le avant, coup, oui, hein. mes premiers trucs, mes premières fois où j'ai touché à du Flash, c'était vraiment pour des petits jeux, des trucs cons. Et puis c'était assez facile en fait. Ça a été assez permissif. C'était assez impressionnant de voir tout ce qu'on pouvait faire avec. Hein. C'était le gros problème. ouais, mais j'avais pas la notion de sécu à ce moment-là. Genre vraiment, c'était. Non. Ouais. Il fallait faire, c'est tout. Il faut voir le temps que ça a pris à ne plus être supporté aussi et à vraiment être retiré du marché complètement. Ouais. C'est hallucinant. C'est le temps entre la sonnette d'alarme en mode il faut peut-être arrêter d'utiliser ça et le temps où ça a été retiré. J'ai pas de notion du temps exact, mais c'est, je sais pas, 10-15 ans peut-être, je sais pas. Ouais, parce qu'il faut que le temps que tout le monde se conforme, et ça prend un temps monstrueux. Pareil, quand tu vois les attaques par phishing avant, quand tu avais Internet Explorer et quand tu compares maintenant, c'est deux mondes différents. C'est le niveau de complexité pour se protéger de plein de choses et Ouais, c'est de plus en plus dur, vraiment. Et de l'autre côté, hein, les attaquants regorgent regorgent d'inventivité et de nouvelles techniques. Oui. Sur 10 ans, la sécurité n'a jamais été autant poussée. Parce qu'on n'a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Mais ouais. justement, c'est pour ça aussi que les attaquants existent. Ça nous permet d'avancer, pour le coup. C'est ça. Ouais, les trucs, il y a beaucoup. Enfin, les avancées majeures qui a été intégrées dans les navigateurs, c'est la protection contre les reflecteurs d'XSS, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, si tu as une chaîne de caractères qui apparaît dans l'URL et qui apparaît dans la page, je ne sais plus comment ça marche exactement, quelle est la logique, mais la plupart des navigateurs vont le bloquer en disant oula, ça c'est bizarre. Quoi. Ouais. Et c'est idiot, mais ça a bloqué 98% des XSS à l'époque où la feature est sortie. Ouais, mais c'est des petits trucs qui permettent de bloquer énormément. Et un jour, on arrivera où peut-être que le web sera sécurisé, mais en tout cas, pour l'instant, vu toutes les couches, tout ce qu'il y a avec, et que le tout ne soit pas standardisé de bout en bout quand on peut en fait coder, enfin programmer en plusieurs langages, on se rend compte que le web, la sécurité, de l'avoir maintenant, c'est un peu compliqué en vérité. Alors là, tout est standardisé. Si tu vas sur le W3C, Oui. tu as les specs entières de HTML, CSS, JavaScript. Le problème, c'est les features supplémentaires que fournissent les navigateurs. Et là, tu vas sur le site qui s'appelle Can I Use et tu vois ce que proposent les navigateurs dans quelle version. Parce qu'en plus, un Safari mobile n'est pas du tout un Safari Mac. Oui. Et pas du tout un Firefox OSR par rapport à un Firefox standard, ou C'est pas les mêmes bases. pas du tout les features du navigateur le plus utilisé dans le monde, qui, comme tout le monde sait, est UC Browser, puisqu'il est utilisé massivement en Inde et en Chine, et qui a un jeu de features complètement différent d'un Chrome ou d'un Firefox ou d'un Opera. Ouais, c'est par la pluralité des plateformes, enfin navigateurs, que en fait ça permet, enfin ça empêche en fait cette sécurisation. C'est de là que j'entendais que tout n'est pas standardisé. C'est parce que les features sont pas les mêmes, les obligations non plus. Ils n'ont aucune obligation de respecter le W3C pour le coup. Et il vaut mieux pour eux, il vaut énormément mieux pour eux, mais ils ne sont pas obligés. Et puis même tous les frameworks qu'il y a derrière essayent d'homogénéiser tout ça, mais c'est vraiment assez compliqué. Et puis même comme on disait, hein, il faut des très bonnes pratiques. Il faut se baser sur des technos où il faut très souvent trust, sans trop réfléchir ou aller voir dedans. Quand on prend des projets GitHub, il faut aller s'amuser à aller regarder les stars, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que le mec commit encore, ou est-ce que ça fait 6 ans que le projet est abandonné et que tu vas juste sortir un truc plein de poussière. Il y a vraiment pas mal de bonnes pratiques à avoir, et ça c'est de plus en plus normal, mais toujours un peu compliqué quand on est dans des entreprises, quand on nous dit de monter un projet et qu'on nous dit il faut cette techno-là, techno que tu maîtrises pas du tout. Ah, un petit projet GitHub, ça fait toujours plaisir, on essaie de comprendre vite fait comment l'intégrer, et au final, on vient de vulnérer l'appli. Donc pour moi, c'est des choses où c'est possible, mais il va falloir encore beaucoup de temps. Je pense qu'on ne convergera jamais vers un état stable. Je pense pas non plus. Il n'y a pas un moment où le web sera fini Non, et c'est impossible. pourra dire C'est- ça y est. C'est techniquement impossible, je pense. En fait, il y a tellement d'étapes où ça peut mal se passer. Ça peut être, comme j'expliquais tout à l'heure, une brique et la maison s'écroule. Donc, et il y a tellement de briques, si tu veux, que Oui, c'est pas...
c'est impossible. Par structure, en fait, c'est impossible. Ouais, et même, en fait, tu vas avoir un niveau de sécurité à un instant T, mais rien ne te dit que dans une semaine, ça va pas évoluer. Et tu as toujours cette contrainte de temps qui va être appliquée à ce que tu rajoutes, qui fait que bah, tu peux pas réinventer la roue à chaque fois. En tant que développeur, tu vas être obligé à un moment d'utiliser quelque chose qui existe déjà. Que ça soit, même sans parler de briques logicielles, que ça soit un algorithme de cryptographie. Regarde, là, la majorité de la sécurité va se reposer sur tout ce qui est courbe elliptique et RSA. Typiquement, on parlait de certificat tout à l'heure. Bah, si un jour, il y a j'en sais rien, on a une puissance de calcul suffisante pour être capable, du coup, de factoriser de manière efficace Ouais, bah là, ça va Là, commencer, ça va c'est- commencer à mettre la crypto en péril à ce toute moment-là. Ouais. la crypto qu'on a maintenant. Enfin, heureusement, il y a des choses qui commencent à évoluer maintenant. Mais il y a tellement d'étapes où, en fait, c'est sécurisé maintenant, mais dans 20 ans, les gens rigoleront en regardant comment c'était fait maintenant. Comme on est en train de le faire aujourd'hui depuis tout à l'heure, en fait. Dans 20 ans, ce sera la même chose. Ouais, Mais de toute façon, la technologie web va être amenée à évoluer. Il C'est faut- sûr. il faut. C'est obligatoire, même pour améliorer le point de vue de sécurité. Mais dans ces évolutions-là, il va forcément y avoir des ratés, et il y en a déjà. Et en fait, on n'arrivera jamais à vraiment être sûr à 100%, je pense. Ouais, mais pour moi, on converge quand même de plus en plus vers un point de sécurité qui commence à être assez solide. Ouais, alors clairement, il y a du mieux. Comment expliquer ça? Moi, petite entreprise qui met mon site en ligne, je peux avoir un niveau de sécurité qui est convenable. D'un point de vue étatique, si vraiment j'ai un État qui essaye de m'attaquer, on va dire, eh bien, ça va pas être les mêmes niveaux de vulnérabilité qui vont être exploités. Typiquement, je vais pas claquer une 0D sur le petit boulanger du coin. Voilà. On va dire que c'est une tu grosse- serais surpris. Hein. Si ton boulanger est juste en face des locaux de la DCRI, Oui, bon, ça après, peut, c'est ce qu'on appelle le waterrolling et ça s'est pratiqué. Si aujourd'hui en France, par exemple, tu pètes l'équipe.fr, tout le CAC 40 tombe. Si tu as les logs de proxy de n'importe quelle boîte française, le matin de 9 à 10, tout le monde lit l'équipe. Ouais, donc Donc tu serais surpris. Ok, Ouais, ok. effectivement. Dans ce sens-là, ouais. Voilà, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à prendre Ouais. en compte. Bah, Mais On a essayé de détailler au mieux en tout cas. voilà. On vous a montré à quel point ça pouvait être complexe déjà de faire une simple requête web, toutes les étapes et toutes les vulnérabilités qui pouvaient passer entre. Et comme on a vu, il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de points qui permettent de sécuriser vis-à-vis de ces vulnérabilités-là. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est amené à évoluer. J'ai hâte de voir dans 10 ans comment ce sera et qu'on puisse rigoler de nos situations actuelles bien volontiers. On va Quand maintenant PHP 23 sortira. Ce sera enfin sécurisé. au 23, t'es Moi, je sûr demande d'abord. Hein. Au 23 peut-être. Honnêtement. Bon, on va maintenant passer au conseil de cyber. Et donc, on se laisse sur cette prochaine section. Maintenant, aborder 2-3 conseils de cyber et plus particulièrement sur du web. On voulait vous parler de WAF. Sujet très en vogue, très important et qui peut parfois s'avérer très complexe. Alors, qu'est-ce qu'un WAF déjà ? Un WAF, c'est un Web Application Firewall. Donc, c'est le reverse proxy dont tu parlais tout à l'heure, mais qui, en plus, va prendre des décisions de sécurité sur les requêtes qu'il reçoit. C'est-à-dire, au lieu de les router vers telle ou telle application, il peut décider, par exemple, de bloquer une requête ou de faire du rate limiting ou de remplacer un argument par un autre, par exemple. Donc, c'est le policier des requêtes web. Voilà. Quand il est bien configuré, il faut lui donner des bonnes lois pour le coup. T'aurais pu dire l'antivirus, et là, j'aurais rigolé, mais le policier a plutôt une image sympathique. Donc, Après, il faut que les antivirus soient compétents, mais ça, c'est d'autres choses. Non, et pour le coup, ouais, c'est quelque chose de très important sur la structuration d'une application web qu'on n'a pas évoqué, parce que c'est en dehors de l'appli. Ça passe vraiment avant, pour le coup. Il y en a beaucoup de types et c'est très souvent mal configuré alors que ça pourrait éviter beaucoup d'attaques. Très clairement, quand il est bien configuré, on se mord très souvent les doigts et parce que Je confirme. c'est quelque chose qui peut prendre du temps à mettre en place, mais qui vaut vraiment le coup. Les entreprises sont un peu parfois réticentes par sa complexité. Mais quand je vois, nous, dans mon entreprise, comment ça a été un peu long à mettre en place, et puis maintenant, comment ça sauve certaines crises où on voit les logs étaient bien contents de bloquer ça. C'est vraiment très important à mettre en place sur une application web, mais il faut vraiment que ce soit à l'échelle aussi.
Dans ce sens-là, c'est que le petit site du boulanger a peut-être pas besoin d'un WAF. Ceci est bien placé, du coup. Je suis pas totalement d'accord avec tout ce que tu dis, mais Ah, mais vas-y, avec plaisir. déjà, il y a WAF et RASP. C'est-à-dire que tu as le WAF qui se met devant l'appli et le RASP qui est, on va dire, une librairie qui va s'injecter dans l'application et faire au plus près du moment où sont appelées les API. Donc le WAF est historiquement beaucoup plus ancien, donc beaucoup de gens utilisent des WAF. Le RASP a eu son heure de gloire, Screen est le plus connu, puis en plus c'est une société française, donc on peut en parler. Mais c'est des technologies de protection. La règle numéro 1, c'est d'avoir une application sécurisée. Et si tu n'as pas la maîtrise de l'application, si tu as perdu le code source, si tu n'es pas capable de la modifier parce que tu as un contrat de maintenance avec un tiers ou quelque chose comme ça, là, le WAF, le RASP peut faire du sens. Après, le WAF en protection, j'y crois pas absolument. Ça va te sauver les fesses si ton application est vraiment mauvaise. Et ça va t'apporter des fonctions de sécurité comme le logging que tu n'auras pas forcément côté applicatif, où peut-être l'application ne va pas loguer correctement ce qu'elle fait, et du coup, tu seras content de pouvoir retrouver en fait, le payload qui a été injecté à un certain endroit. Mais après, les WAF ont des problèmes simples. Par exemple, tous les WAF du marché, si tu envoies un payload de plus de 8K, ils ne loguent pas ou ils ne filtrent pas. Parce que mode security marche comme ça, et comme tout le monde utilise plus ou moins les règles de mode security, ils sont tous compatibles avec son comportement. Donc, il y a ce genre de limites qu'il faut connaître. Après, avec ce nombre de caractères-là, tu vas te protéger sur tout ce qui est payload en get. Déjà, c'est pas mal, c'est pas négligeable. Mais... Non, mais le WAF peut effectivement te sauver la mise, mais effectivement, il y a aussi ces problèmes de configuration, le fait que l'application doit être vraiment très bien configurée. Si les arguments sont de l'UTF-7 sérialisé dans du base64, tous les moteurs de WAF ne vont pas forcément être capables d'aller décoder ce type de payload. Non, mais je pense par exemple à Atlassian qui possède son propre système qui s'appelle, je ne sais plus comment, ou si tu fais du SAP, tu vois, ou tu as de la BAP ou des trucs comme ça. Voilà, le WAF, ça marche quand tu as vraiment une appli qui fait du get, du post avec des arguments. Très conventionnalisé pour le coup. Je ne parle même pas de protocoles qui ont disparu comme WCF, par exemple, Windows Communication Foundation, qui faisait de la sérialisation .NET. Heureux de ne pas avoir connu cette époque. Ouais, tu peux toujours la connaître avec des applications Java, ça te rassure. Hein. Non, loin de moi. Avec un bâton peut-être. Donc non, c'est quelque chose où il faut faire très attention et où il faut vraiment, pour moi, se pencher dessus, ne pas le négliger. C'est quelque chose pour le web où ça peut vraiment valoir le coup. Après, un conseil plus général de sécu, on avait discuté en off juste avant, mais tout ce qui est mot de passe, c'est très bien aussi d'implémenter du passwordless. C'est compliqué, mais on tend de plus en plus vers ça. Des grosses entreprises s'y mettent enfin. Et c'est très bien dans la mesure où ça enlève l'un des gros vecteurs d'attaque, notamment sur le phishing, sur du passwordless, un peu compliqué. Ça enlève la lourdeur d'avoir plusieurs mots de passe ou un gestionnaire, mais c'est toujours une application tierce à qui on fait confiance. À vous de choisir dans quel œuf vous mettez votre panier. Non, dans quel panier vous mettez vos œufs, c'est mieux. Mais dans ce sens-là, il faut faire très attention. Et donc, c'est pour ça, plus vous implémentez des technologies qui permettent une telle sécurisation et de protéger du coup vos utilisateurs, plus c'est intéressant. Après, c'est très compliqué de donner des conseils. Ouais. Parce qu'en fait, là, on a présenté un type d'application qui est, on va dire, un serveur PHP avec une logique applicative. Et ensuite, côté client, je ne sais pas, du React ou d'Angular. Mais en fait, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui ne suivent pas ce modèle, qui sont en fait des single page applications, et le serveur ne fournit que des API. Et l'application en elle-même, c'est juste c'est l'application complète, une seule page en fait, qui a toute la logique applicative et qui va requêter des API. Et protéger une API, c'est un problème complètement différent de protéger. Voilà. Donc, suivant le modèle utilisé pour concevoir ton application web, tu vas avoir des systèmes de défense. Tu trouves d'autres problématiques en fait. Et parce que c'est pas obligatoirement ce à quoi on pense en premier en fait. Ça dépend en fait de ton modèle de conception, tes besoins aussi et les ressources que tu as. Tu vas pas mettre énormément de temps dans un truc ou un petit blog ou quoi que ce soit. En fait, moi je le vois comme ça en tout cas. Oui, mais je pense pas que c'est un problème de ressources, je pense que c'est vraiment une question de choix de développeur. C'est aussi compliqué de développer une single page application qu'une application complète en PHP côté serveur. C'est juste que le développeur va aller là où il est le plus en confiance,
si tu lui fournis pas un cahier des charges précis, l'intérêt d'avoir une application qui n'est que des API, c'est que tu vas pouvoir avoir plusieurs frontaux. Donc typiquement, je sais pas, je pense à Telegram et Telegram X, qui sont 2 clients Telegram officiels, mais avec des interfaces différentes. Et ben, c'est très facile quand ton appli derrière, en fait, tu lui passes que des API et elle a aucune, la mise en page d'informations n'a aucune importance, par exemple. Ou si tu veux pouvoir fournir un service à un tiers, donc ton application web, elle va fournir des vues de données, etc. Mais tu veux que d'autres puissent aussi les consommer parce que tu fais de l'open data. Je pense à OpenStreetMap ou autre. Bah, tu fournis des API en fait, et l'interface officielle d'OpenStreetMap n'est que une interface web sur des API. API, ouais. Même sur des applications PHP, c'est un truc qu'on voit très souvent, hein, d'avoir juste une API à la fin. Et... Ouais. Enfin, dans tous les cas, si tu veux que ton application soit réutilisable facilement, tu peux pas mettre tout ton code dans un type de langage. C'est pour ça que souvent les gens vont rajouter un niveau d'abstraction avec des API. Et dès que tu veux faire en sorte que ce soit utilisé par d'autres, tu es obligé en fait. T'as pas trop d'autres choix. Je vais donner le conseil ultime, si vous voulez de la sécurité, payez des consultants. Vous êtes tous consultants, évidemment. Moi non, pour le coup non. Et effectivement, si vous voulez jeter un coup d'œil, si vous voulez avoir une idée d'un niveau de sécurité, une autre solution, c'est également de faire appel à des consultants. Mais il y a plein d'étapes avant ça qui peuvent vous permettre déjà d'avoir un niveau de sécurité qui est considéré comme OK, on va dire. Tout dépend encore une fois du contexte. Et surtout de l'écosystème dans lequel vous allez mettre vos applications, etc. Oui, ça dépend des clients, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. C'est ça. En fait, il faut voir la manière dont vous faites communiquer le tout ensemble. Comme on l'a dit, il peut y avoir 1001 technologies différentes. Déjà, ayez une équipe qui sait ce qu'elle fait. Ne mettez pas la responsabilité sur le dos d'un stagiaire, par exemple, de développer une grosse application si elle a une importance métier qui est très forte de votre point de vue. Mettez des équipes compétentes sur le sujet, mettez en place de la revue de code, du Kotlint, mettez en place des WAF, mais en gardant en tête que potentiellement, il faudra avoir des règles qui vont être dédiées à votre environnement. Mettez en place de la continuous integration, continuous development, c'est des choses qu'on voit très régulièrement. De la revue de code automatisée, du déploiement, enfin c'est des choses en fait où il y a énormément d'étapes qui sont très très importantes et par laquelle il faut très souvent passer. Ouais, c'est clairement. Si vous voulez pas vous retrouver avec des vulnérabilités plein votre application qui se voit comme le nez au milieu du visage, mettez en place des bonnes pratiques. Il y en a énormément. Basez-vous sur des référentiels solides. Suivez la documentation. Très souvent, pour la plupart des frameworks, vous avez des recommandations de choses à faire ou ne pas faire. Même au niveau du langage, regardez les documentations typiquement de PHP, on en parlait beaucoup aujourd'hui. Et RTFM, quoi. Voilà, c'est ça. RTFM. Et je pense le plus important, ayez un suivi des versions que vous avez, de ce que vous utilisez. Ne laissez pas traîner un serveur dans un coin et laissez à l'oubli. Documentez ce que vous avez en interne et faites en sorte de savoir ce qui se passe chez vous. C'est le point le plus important, je pense. Merci beaucoup pour ces conseils, en tout cas. Tu voulais dire quelque chose? Tu parles de CI/CD, en fait, ça introduit son propre lot de vulnérabilité aussi. Oui. Quand tu mets Jenkins sur Internet, oui, ou quand tu as un GitHub Runner qui va traiter des pull requests de gens inconnus, potentiellement, tu as des failles d'injection à ce niveau-là. Effectivement, encore une fois, regardez ce que vous pouvez mettre d'un point de vue sécurité, peu importe la brique que vous rajoutez. Sur Jenkins, par défaut, tu as un bouton en bas, créer un compte. Et en fait, si tu l'as pas c'est par défaut, donc si tu l'as pas désactivé, c'est là. Et n'importe qui clique sur ce bouton peut se créer un compte qui va permettre d'être valide, de se loguer après dans ta CI/CD. Ce qui lui permet de voir potentiellement les résultats des builds, dans lesquels tu peux avoir des clés d'API qui vont être exportées dans des logs ou des choses comme ça. Donc, ouais. Mais c'est des étapes aussi où c'est important de passer, je pense. Il faut le faire, mais ce que je veux dire, c'est que quand je parlais de consultant, toi, tu as probablement pensé pentester, mais je pense qu'un bon expert DevSecOps, pour parler de ce mot, va apporter de la valeur ajoutée pour justement mettre en place ces linters, tout ce qui est l'OWASP aussi, soit des librairies de défense. Ils ont un truc anti-XSS, une librairie anti-XSS que tu peux intégrer, mais ils ont aussi des bonnes pratiques et des choses que tu peux passer sur tes projets. Il y a aussi tout ce qui est osv.dev, enfin tout ce que Google et d'autres ont publié pour sécuriser en fait l'open source dans la mouvance de l'executive order que Biden a passé en disant il y en a marre des attaques de supply chain.
Et Microsoft et Google ont mis beaucoup d'argent sur la table pour créer tout ce qui est software bill of material, des choses que tu peux intégrer dans ton GitHub qui vont donner un niveau de maturité et te dire tous les trucs que tu peux améliorer. Il y a beaucoup de choses justement pour assister. En tout cas, merci de vos conseils, en espérant que ça puisse aider pas mal de monde. On va maintenant passer aux actualités. On va maintenant passer aux actualités du mois. L'une des dernières actualités, c'est quand même l'ANSSI qui a enfin ouvert son pôle à Rennes. Le 22 novembre dernier, l'inauguration du site a été faite et on peut enfin dire que nous avons une entité en Bretagne. Cela montre une vocation politique de mettre de plus en plus de cyber en Bretagne. C'est pas nouveau que Rennes est devenue vraiment la politique cyber, une des plus grosses antennes. En espérant que d'autres entités suivent derrière, je pense que pour vous qui habitez aussi en Bretagne, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. On voit très bien que ça montre une volonté de baser la cyber chez nous. Et à voir si d'autres entités suivent derrière. Il me semble qu'il y en a une ou deux qui sont prévues pour 2025. À voir combien de personnes aimeront bosser en province. On dit en région, je crois, maintenant. Ah ouais, c'est vrai, c'est région, c'est vrai. Ça a changé. En continuant sur l'ANSSI, justement, ils ont, en prévision des JO 2024, proposé un petit kit pour la cybersécurité, pour faire des exercices de gestion de crise. Il y a aussi, il me semble, un petit fonds qui va avec, parce que ça coûte assez cher. Mais c'est pour préparer les entreprises au mieux, parce qu'on sait très bien qu'avec les JO, l'augmentation de la cybercriminalité et des menaces cyber risque d'être drastique. Donc l'État et les agences gouvernementales se préparent justement à quelque chose de pas très chouette. Ensuite, en news aussi du mois, il y a la publication de NIS 2, donc côté Europe, qui est, alors l'équivalent français, c'est la LPM, loi de programmation militaire, pour ceux à qui ça ne parle pas. C'est pour justement voir et d'être préventif au niveau des cybermenaces. Donc il y a eu de nouveaux secteurs qui ont été éligibles et de nouveaux réglementés. Elle doit être appliquée assez rapidement. Et les estimations d'après l'entreprise Cisco sont que 7% uniquement des gens sont capables de suivre ces réglementations à l'heure actuelle. Ce qui fait très peu. Quand on voit l'envergure de la sphère cyber, que 7% des acteurs soient préparés, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts pour vous actuellement du tout niveau cyber, ou c'est juste que justement le NIS 2 a mis des objectifs qui peuvent être assez hauts et qui derrière poussent les gens à avancer. On n'apprend pas à quelqu'un à nager en le jetant dans l'eau. La sécurité informatique ne se résout pas en forçant les gens à faire la sécurité informatique. Tant qu'on est sur WordPress et avec le prestataire du coin qui vient en scooter de temps en temps passer un coup de mise à jour. Ouais, donc c'est quelque chose qui risque... soit il y aura des amendes parce que ça ne respecte pas. Si on veut que la sécurité informatique devienne une industrie sérieuse, au même titre que la construction de ponts ou l'aviation, il faut tripler les salaires et mettre en place une guilde, un ordre des experts sécurité, etc. C'est pas... Ouais, donc ça va pas se résoudre en claquant des doigts et en forçant les gens à être plus sécurisés. Ça veut dire quoi, plus sécurisé ? Il faut des normes, il faut cibler, il faut même accompagner. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mettre des directives, c'est bien, mais expliquer comment les atteindre, c'est complètement autre chose. Et comme tu disais, financer derrière parce que ça a un coût et ça, les entreprises ne se rendent pas toujours compte. Tu ne demanderais à personne de dépanner ta voiture gratuitement. Alors pourquoi il y a autant de gens qui demandent de dépanner leur PC gratuitement ? Ouais, les fêtes de Noël approchent, on sait qu'on va dépanner des PC. Petite chose aussi assez importante, ces derniers mois, à cause du conflit au Moyen-Orient, il y a pas mal d'avions quand même qui passent aux alentours. Et on se retrouve en fait à avoir depuis septembre une cinquantaine d'avions qui ont eu leur système GPS qui ont été détournés ou ne répondaient plus en total blackout. Donc ça pose des questions sur la sécurité des systèmes avioniques des avions. Parce que derrière, ça veut dire qu'on pourrait faire du détournement d'avion juste en modifiant les coordonnées GPS qu'on leur envoie, voire très clairement les faire crasher s'ils sont en pilote automatique parce qu'on peut justement mentir sur l'altitude.
ça pose des problèmes de sécurité quand même assez énormes. Et c'est des choses qui n'ont pas encore été soulevées plus que ça. Là, on s'en rend compte et c'est assez grave, je pense. Quel est votre avis là-dessus? Alors, du coup, sur ce point de vue-là, je pense qu'il y a des choses qui... comment dire, ça date pas d'aujourd'hui qu'il y ait ce genre d'attaque et ce type de tentative. D'un aspect géopolitique, pouvoir détourner un avion, on se doute bien que ça peut avoir une plus-value assez importante si deux États sont en conflit. Et typiquement, je pense que c'est quelque chose qui est connu, mais le problème doit être plus profond de la manière, je veux dire, où on envoie les coordonnées GPS. Je veux dire, souvent, ce qui va se passer pour gérer tout ce qui est localisation GPS, ça va être avec de la triangulation. Et du coup, vous allez avoir, en gros, ça va plutôt se faire au niveau de satellite, pour vous envoyer du coup votre position. Et du coup, vous allez avoir 3 entrées qui vont vous déterminer où est-ce que vous vous trouvez. Je pense qu'au niveau de ces données-là, il n'y a pas vraiment de contrôle d'intégrité ou ce genre de choses qui est faite. Et le problème est plus haut que juste dire on prend en compte le problème maintenant. Il faudrait revoir entièrement la manière dont les coordonnées GPS sont envoyées. Ouais. Et encore une fois, c'est un problème qui est beaucoup plus profond et historique. Pour le coup, c'est par envoyé, en rapport à fait, ça. c'est quelque chose de très simple. C'est qui crie le plus fort? Quel est le satellite qui crie le plus fort? C'est ça. Et il n'y a aucune intégrité, il n'y a absolument rien. C'est si toi, tu poses une antenne et que tu cries plus fort que le satellite, tu deviens un référentiel de points GPS. Et ça pose d'énormes problèmes et c'est comme ça, je pense, qu'ils arrivent à les détourner. Après, le GPS, c'est une invention moderne et les avions volent depuis bien longtemps. Et ils volaient même sans. Voilà. Il y a un système de stations au sol à grandes ondes qui s'appelle les stations Oméga et qui permet aux pilotes de se positionner avant que les GPS soient inventés. Et à la grande époque, ils faisaient aussi comme les marins. Ils avaient la montre, ils connaissaient leur vitesse plus la vitesse du vent et ils calculaient la dérive sur une carte. En fait, c'est comme toi dans ta voiture. Si jamais ton GPS ne marche plus, normalement, tu es censé avoir une carte Michelin papier dans ta portière, tu la sors et tu trouves ta route. Et les pilotes d'avion sont aussi censés avoir cette procédure. La question, c'est combien de gens ont une carte papier dans la porte de leur voiture aujourd'hui? Pas moi. Bon, et du coup, on va pouvoir passer sur la dernière news. Donc, on revient sur l'ANSSI. Ils ont sorti récemment une nouvelle plateforme qui s'appelle l'Acropole, qui met justement, qui permet de rejouer facilement les challenges du Front Cyber Security Challenge, donc le FCFC. Et donc là, les challenges sont publiés de plus en plus. Il y en a quelques-uns et ça arrive au fil de l'eau. En théorie, c'est censé rester pour quelques temps. On est donc à terme, je crois qu'on devrait être sur une centaine d'épreuves, si je ne me trompe pas. Non, plus de 300, pardon. À la fin, ce sera plus de 300. Actuellement, il y en a une soixantaine. Donc, allez-y, entraînez-vous. Les challenges sont parfois un peu durs, suivant ce à quoi vous attaquez. C'est pas pour rien, c'est pour les qualifications après pour partir en Team Europe. Donc, il faut quand même un certain niveau. On va maintenant passer à la fin. Donc, merci à vous en tout cas d'avoir écouté. Merci à toi, Rémi et Nicolas, d'être venus. Ça a été un grand plaisir. Si vous voulez passer un petit mot, je vous laisse faire. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Je passe un petit mot à tes futurs invités. Venez avec un thermos, le café ne marche pas.